Après avoir œuvré dans le monde de l'édition, puis dans celui de la fonction publique, Denis Vaugeois est élu député de Trois-Rivières dans le premier gouvernement péquiste en 1976. Au cœur des nombreuses réformes mises de l'avant par le gouvernement de René Lévesque, il participe activement à la préparation du référendum de 1980. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Vaugeois. Bonjour. Bienvenue aux Mémoires des députés. Vous dites que 1976 fut une victoire pour le milieu culturel. Quand je dis ça, c'est que je pense vraiment que c'est pas les milieux économiques qui ont porté le PQ au pouvoir en 76 ans. C'est pas les gens d'affaires, là. Il y en avait de très importants, mais c'était quand même pas eux qui créaient une vague. La vague, s'il y en a eu une, puis il y en a eu une, c'est vraiment les milieux populaires puis les milieux d'artistes, les chansonniers, les milieux d'artistes. Et le jour où on était élus, eux autres, là, ils étaient au pouvoir, là, eux autres, là. Donc, ils étaient en attente. Et c'était Louis O'Neill qui était ministre des Affaires culturelles, puis ministre des Communications. Et je crois que la pression a été énorme sur le ministère. Et puis, là, je suis arrivé au cabinet en février 78. Mais j'avais fait mon purgatoire, hein. J'avais fait le caucus, j'avais fait la députation ministérielle. Tu sais, je l'ai raconté déjà quand première séance au caucus, ou une des premières séances, je reçois mon chèque. D'abord, je regarde mon chèque, puis là, je pense au salaire que je gagnais avant. Puis j'ai dit, bon, je gagnais plus cher comme haut fonctionnaire que comme député. Bon, OK, j'ai couru après. Mais deuxièmement, j'avais un chèque du gouvernement de la province de Québec. Puis là, ça va faire, là. Le PQ prend le pouvoir, puis il me donne un chèque de la province, là, parce que la province, ça veut dire la colonie de Québec. Donc, je fais mon petit numéro au caucus, je me fais rabrouer. Le gouverneur, il me dit, si tu veux ta paye, encaisse-la comme ça. Alors, mais là, je me suis repris quelques semaines après. Là, j'avais décidé de préparer un coup sur les plaques du Québec. C'était la belle province, hein? Alors, j'avais passé le mot à 2-3 collègues. J'avais dit, écoute, il faut faire une petite offensive là-dessus. C'est humiliant. Alors, je fais ma sortie au caucus pour dénoncer qu'on se pavane avec la belle province sur nos plaques. Alors, j'ai des députés qui disent, mais c'est beau, la belle province. C'est quoi ça? La belle province, c'est positif? Bien, je dis, la belle province, c'est la belle colonie. Ça confirme qu'on est une colonie depuis 1763. Bon, alors, tu sais, alors, il y en a un qui est un peu impatient, il me dit, alors, qu'est-ce que tu proposes, Vaugeois? Alors, moi, à l'époque, je faisais un agenda que j'appelais Mimini. C'était un agenda historique. Alors, Mimini, ça veut dire « je me souviens ». Fait que là, j'ai eu dans ma tête, pour les provoquer un peu, dire, on peut appeler ça Mimini, mettre ça Mimini sur les plaques. Puis là, je me suis dit, ah, je vais me faire tuer. Fait que j'ai dit, ben, écoutez, on pourrait prendre la devise, « je me souviens ». Et Mme Payette, elle a allumé, elle a dit, ah, elle était à l'assurance automobile, hein? Alors, c'est devenu ça. Alors, comme quoi, dans le caucus, des fois, c'est difficile, mais on a des petites victoires comme ça. Une chance. Une autre chose qui m'intéressait en lisant sur vous, c'est, vous dites que la loi du livre, qui était adoptée pas longtemps après que vous êtes devenu ministre, était moins important que le développement des bibliothèques. C'est intéressant parce qu'on pense que les livres sont importants, les promouvoir. Vous êtes sûr que j'ai dit ça? selon les recherches, oui. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Hein? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai dû mettre en évidence le plan de développement des bibliothèques parce qu'on partait de tellement loin. Et mes mérites sont plus grands dans le cas des bibliothèques que dans le cas de la loi du livre. Dans le cas de la loi du livre, j'ai été porté. Le milieu du livre apprécie énormément la fameuse loi 51. Et le reste du Canada, d'ailleurs, nous envie parce qu'en Amérique du Nord, on est les mieux organisés. Puis on a un chiffre d'affaires, par exemple, au Québec, qui est plus que 50 du chiffre d'affaires des éditeurs canadiens, pendant qu'on est 23 ou 24 Donc, la loi du livre, c'est une réussite indéniablement. Mais dans le cas des bibliothèques, là, on est à une période difficile. Hein? On est autour de 79-80. Il y a une crise économique et il n'y a pas d'argent. Et bibliothèque, ça veut dire de l'argent. La loi du livre, au fond, on joue avec des règlements. On n'a pas besoin de tellement d'argent. Mais dans le cas des bibliothèques, là, il faut trouver de l'argent. Et là, bien là, mon passé me sert. Entre autres, je sais où il y en a de l'argent. Je sais qu'il y en a dans les ententes fédérales provinciales pour les équipements municipaux.
Alors là, je suis allé chercher l'argent là, dans les budgets des équipements municipaux, en faisant admettre à M. Parizeau qu'une bibliothèque municipale, c'était un équipement municipal. Et ça, je trouve que c'est mon meilleur coup. Et les résultats étaient là. Les municipalités, il n'y avait presque pas de bibliothèque au Québec. Les bibliothèques étaient dans les milieux anglophones. La plupart des villes n'avaient pas de bibliothèque publique. Montréal, il y avait une bibliothèque sur la rue Sherbrooke, puis après ça, il y avait 4-5 dépôts de livres dans les quartiers. À Montréal, les bibliothèques, c'était chez les Anglais, à Westmount et autres. Chez les Canadiens français, il y a une histoire là-dessus derrière l'absence de bibliothèque. Mais en tout cas, alors, moi, les chiffres, je les ai vus dernièrement. Je pense qu'il y avait 120 bibliothèques au Québec en 1979, et 5 ans après, il y en a 800. Et c'est grâce à la loi. Donc, le temps de dire, j'ai une cinquantaine de maires qui vont embarquer, mais on travaille fort. Hein? Non seulement on a l'argent, mais il faut convaincre les maires qu'une bibliothèque, c'est une bonne chose. Mais regardez aujourd'hui, vous promenez au Québec, là, des bibliothèques, il y en a partout maintenant. Puis elles sont belles. Vous avez ouvert la porte à un autre aspect de votre carrière, c'était la capacité de trouver de l'argent des autres afin de payer vos ambitions, mais vos projets. Oui, ça c'est vrai. J'aime ça, la façon dont vous le dites. Oui, je pense que je suis doué pour ça de toute façon. Mais je pense que le premier épisode, c'est pendant la crise, justement, le gouvernement décide de créer d'emplois, et même artificiellement. Donc, on a un programme OSE. C'est Opération Solidarité économique. Là, ils mettent 130 millions, quelque chose comme ça, dans un pot pour créer de l'emploi. Et là, il y a 2 ministres qui se disputent le pot. C'est Pierre Marois et Pierre-Marc Johnson. Par leur fonction, ils pourraient être responsables de cette opération-là. Et évidemment, c'est important. Puis les ministres aiment ça, de la visibilité. Donc, ils se disputent le pot dans une réunion du Conseil des ministres. Et moi, je suis un petit peu impatient. C'est long, la discussion est longue. Et puis à part de ça, ça me frustre un peu qu'on ne soit pas dans le coup aux affaires culturelles. Et M. Lévesque m'observe. Il intervient. Et il me dit, vous n'avez pas l'air de bonne humeur, M. Bourgeois. Ben non, j'ai dit, moi, je suis toujours de bonne humeur. Non, il dit, qu'est-ce qui ne va pas, là? Ben j'ai dit, regardez, là. J'ai dit, d'abord, cette discussion-là va durer combien de temps? Puis deuxièmement, je dis, on est où, nous autres, là-dedans? Nous autres, on a des écoles, on enseigne le théâtre, on enseigne la musique, on enseigne le domaine culturel, on forme des gens là-dedans. Puis ils n'ont pas le droit d'avoir des emplois, eux autres. On n'a pas de création d'emplois pour eux autres. Alors, je me lâche un peu comme ça. M. Lévesque, il regarde les deux protagonistes. Les gars, ils ont dit, qu'est-ce qu'il vient faire dans le débat, lui? Mais là, M. Lévesque me donne une chance. Il dit, auriez-vous quelque chose à proposer? Bien, je dis oui. Il dit, allez-y. Mais là, je dis, écoute, je ne peux pas improviser comme ça. Vous avez besoin de combien de temps? Bien, j'ai dit, donnez-moi 2 semaines. Il m'a dit, vous avez vos 2 semaines. Et là, j'ai passé le mot d'ordre dans mes fonctionnaires, puis j'avais des fonctionnaires extraordinaires, Cyril Simard et les autres. 15 jours après, je suis revenu avec des grands panneaux pour expliquer comment on ferait. J'ai été applaudi au Conseil des ministres, puis j'ai eu accès aux potes. Hein? Et on a créé des emplois dans le domaine culturel. Puis on avait même commencé à publier une revue pour montrer toutes les idées que les gens avaient pour se créer des emplois et tout. Et ça s'est mis à marcher. Puis là, j'ai découvert une réalité que j'avais observée dans mes voyages en France, c'était le 1 Ça marchait fort en France. Ici, je me rendais compte que le 1 était très, très limité. Il était géré par les travaux publics et puis s'appliquait à très peu d'édifices. Alors là, tranquillement, le programme OSE, qui était devenu OSE Art, m'a amené au 1 et ça, c'est un de mes grands coups. Mais encore là, ce n'est pas de l'argent de mon ministère. Le programme OSE, je prenais l'argent des autres. Dans le cas du 1 c'est les budgets de tous les projets qui se font. Et là, il y a 1 pour les artistes. Et tout ce que ça crée, ça, le programme 1 est de 1961. Je l'ai ramené au ministère des Affaires culturelles en 79-80. Et depuis, là, je n'ai pas de statistiques actuelles, mais la dernière fois que j'ai vu des statistiques, il y a plus de 3500 projets qui sont faits. C'est des artistes qui ont travaillé, c'est des ateliers qui ont travaillé. Le dernier qu'on a là, comme modèle, c'est devant l'amphithéâtre. Là. Oui. Et seulement que cette sculpture-là, c'est 1,5 million, 1,2 million, je pense. Et puis, vous avez Inverness là, qui vont fabriquer les statues. Mais c'est du monde qui travaille. S'il n'y avait pas 1 il n'y aurait pas Inverness. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait carrière avec le 1 Donc ça, c'est un exemple. Et après ça, bien, j'avais un problème avec les travaux publics, avec les archives. Bien, ça m'a été financé par les travaux publics. Je suis comme ça, je pourrais continuer tout le temps. Je savais où était l'argent. Quand on devient ministre dans un gouvernement, est-ce qu'il est vraiment un avantage d'avoir déjà été fonctionnaire, surtout fonctionnaire senior? J'aime cette question-là sous plusieurs angles. D'abord, j'aurais envie de dire que
c'est pas souhaitable, je crois, d'aller trop vite en politique. Il me semble qu'il y a des exceptions, puis il y a des bonnes exceptions. J'en ai en mémoire, là, je n'aimerais pas, mais il y a des gens qui ont très bien réussi un saut rapide en politique. Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir un peu vécu. Et puis après ça, bien, d'aller faire un tour en politique. Et la vie ne s'achève pas non plus après la politique. Donc, il faut que ça continue. Donc, ça se situe entre deux expériences. Moi, j'avais eu une expérience de fonctionnaire et je crois que ça a été pour moi extrêmement salutaire. À tous égards. À tous égards. Bon, je comprenais le fonctionnement de la machine. Et puis, je savais ce que je faisais, là. Alors j'ai donc une anecdote que j'ai envie de vous raconter. Là, c'est pour la période où je suis simple député. Dans la région de Trois-Rivières, il y a une grosse crise dans les moulins à papier. Et puis, là, c'est grave. Et tous nos comtés de la Mauricie sont touchés par ça. Donc, le caucus régional dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire, mais là, on dit, on consulte, puis on dit, bon, il faut demander une commission parlementaire. Les commissions parlementaires, aujourd'hui, sont pas idéales, mais sont mieux qu'elles étaient à l'époque. Donc, on demande une commission parlementaire sans trop savoir. Et là, finalement, on se fait dire, oui, on va vous en faire une commission parlementaire. Ça va être la commission parlementaire des richesses naturelles. Fait que là, je vérifie, parce qu'on nous distribue dans des commissions parlementaires, je n'étais pas dans les richesses naturelles. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, on me dit, bien, essaye de changer avec quelqu'un qui est membre de la commission pour le temps qu'ils vont siéger. Mais Bérubé, qui est ministre, il a sa commission, il les contrôle, puis non. Fait que là, on lui dit quand même, en dehors des commissions, on peut-tu avoir des petits caucus pour se préparer? Nous, on a notre expérience de terrain. Moi, j'ai travaillé dans les moulins à papier. Mon père a travaillé là. On a notre connaissance à nous autres. On veut en parler. Ça n'intéresse pas le ministre et son cabinet. Et on n'a pas accès à son information, puis il ne veut pas rien savoir de nous autres. Écoute, puis c'est pas une exception, là. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est comme ça parlementaire, c'est un show pour le ministre. C'est pas un show pour les députés ministériels. Ceux de l'opposition peuvent toujours se faire valoir, mais les ministériels, les autres, ils font la tapisserie. Alors, moi, je décide quand même de me documenter, au-delà de ce que je pouvais savoir. Et là, c'est mon expérience de fonctionnaire qui m'a servi. Là, j'ai dit, bon, ben moi, aux richesses naturelles, qui est-ce que je connais? Qui est-ce que j'ai fait voyager quand j'étais directeur général des relations internationales? Qui est-ce que j'ai invité dans les banquets, dans les réceptions et tout? J'avais ma liste. Alors, je me pointe au ministère, peut-être avec le sous-ministre ou le sous-ministre adjoint. Alors, bien sûr, Denis, et puis là, je suis simple député, alors c'est encore plus fraternel. Alors là, il commence à me montrer les dossiers. Et puis, c'est intéressant. Puis, je vois qu'ils sont préparés. Puis, je vois qu'on va aller quelque part. Alors, là, je prends des notes. Et puis, à un moment donné, il est 5 heures, puis il me dit, moi, il faut que je parte. Bien, je dis, c'est pas grave, je vais continuer à prendre des notes. Fait qu'il me dit, je dis, écoute, franchement, t'as pas peur que je vole quoi que ce soit? Il dit, non, mais il dit, pas de photocopie, hein? Ah, je dis, qu'est-ce que tu penses? Ça voulait dire, OK, qu'est-ce que tu penses? OK, que je vais en faire. Il n'était pas sorti du bureau que j'étais à la photocopieuse parce que moi, ayant tout fait dans ma vie, une photocopieuse, ça ne me faisait pas peur. Je savais comment m'en servir. Fait que là, je m'étais fait des dossiers. Puis avec notre députation, on avait des réunions. Et quand c'est arrivé aux vraies commissions parlementaires, Bérubé était absolument ébahi des connaissances qu'avaient ces députés ministériels. On s'était comme ça, on s'était alimenté par une astuce comme ça. Autrement, dans la machine, on n'existait pas. Wow. Alors, vrai avantage. Et ça a marché. La commission parlementaire, ça a donné des résultats. Puis, alors, les députés peuvent être porteurs d'informations. Ils ont leurs antennes. Mais dans le système, et même aujourd'hui, je ne veux pas aller trop loin, mais on voit bien, il y a un malaise chez les députés. S'il y en a autant qui partent, c'est qu'ils n'ont pas un rôle à la hauteur à jouer. Fait qu'ils s'en vont jouer un rôle plus significatif à l'extérieur. C'est pas normal, ça. C'est malsain. On va revenir. Mais, alors, je suis à votre merci. Allez-y. Mais on retourne dans la pratique politique. Là. Et vous faisiez partie du comité de rédaction de la question référendaire en 80. Il y a peu de monde qui trouve que c'était génial, la question. Fut-elle une erreur? Mais d'abord, il faut que je dise une chose. J'étais donc aux affaires culturelles. J'étais pas mal occupé. J'avais siégé au Trésor. J'étais aussi pas mal occupé. Puis un bon jour, M. Lévesque, il me dit, vous allez aller aux communications. Puis là, sur le coup, je dis, mais je vais quitter les affaires culturelles. Il dit, non. Il dit, vous additionnez. Alors là, effectivement, il fallait éditer le livre blanc.
Alors, c'était un peu ce que je savais faire. Après ça, il avait organisé la campagne référendaire, puis là, M. Lévesque voulait nommer Jean Lorrain comme sous-ministre adjoint pour s'en occuper. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses, mais peut-être que Lorrain a dit « J'aimerais ça travailler avec Vaugeois ». En tout cas, alors, on s'est retrouvés ensemble aux communications. Et parmi tout ça, il y avait... Je n'étais pas un ministre senior pour être responsable au niveau supérieur du comité de rédaction de la question, par exemple. Mais par mes fonctions, ils ne peuvent pas m'écarter. J'étais responsable d'édition du livre blanc, puis forcément, la question était dans le livre blanc. Donc, je me suis retrouvé là, dans le petit groupe restreint qui préparait la question savante. Et moi, je ne m'en souviens pas trop, mais tout le monde l'a raconté, donc Claude Morin. C'est qu'à un moment donné, pendant la nuit de réunion, moi, je suis là devant la fameuse question. Puis là, à un moment donné, comme je suis de la culture, je peux poser la question au niveau culturel. Je dis, est-ce que c'est vraiment une question? Je n'étais pas sur le contenu, là. J'étais sur la formulation. Ça, c'était mon domaine. Hein? Alors là, j'ai semé la panique. Et puis, ils ont fait un autre comité. Et finalement, ils ont mis des points-virgules au lieu des points, puis c'est resté une longue question sur une phrase. Alors, est-ce que c'était une bonne question? En tout cas, elle ne nous a pas aidés. Non, non. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et le résultat, on le connaît. Mais personnellement, en Trois-Rivières, comment avez-vous vécu cette défaite? D'abord, écoute, à tous les aspects, j'étais responsable de la campagne référendaire. Au niveau de la publicité, c'est la catastrophe. Jean Lorrain, il rentrait dans mon bureau puis il me disait « Denis, Denis, Denis. » Puis qu'est-ce qu'il y a, Denis, Denis, Denis? Bien, il dit « J'ai de l'argent pour placer de la publicité, puis on ne peut plus acheter de publicité. Tout est acheté, tout est pris. Il n'y a plus d'espace à la télévision, il n'y a plus d'espace dans les radios, il n'y a plus d'espace dans les journaux. Tout est pris. » Alors, le fédéral avait multiplié les campagnes publicitaires sur n'importe quel thème, et ainsi de suite. Alors, ça, c'était Alors, là, écoute, là, pour moi, c'était difficile. Je rentrais dans mon comté, c'était clair que c'était pas gagné d'avance, la question d'indépendance. J'avais été élu, comme je vous l'ai expliqué, en passant entre deux. Bon, là, la campagne référendaire, c'était difficile. Puis là, j'avais dans mon cabinet des gens qui comprenaient là, les difficultés un peu partout, puis qui voyaient un peu les difficultés de Lorrain et autres. Alors là, je leur avais interdit de venir dans mon comté. Parce que j'ai dit, vous démoralisez mes troupes. Déjà, le moral est bas, là. Je ne veux plus vous voir dans mon comté. J'ai trouvé ça... J'en parle sur ce ton-là parce que ça me touche encore. C'était mes amis, c'était mes collègues, c'était des gens qui étaient fiables. Mais les autres, ils étaient en même temps comme lucides. Puis ils disaient, là, on court, on s'en va à l'abattoir. Mais je ne voulais pas ce discours-là. Mais effectivement, il avait raison. Et dans Trois-Rivières, c'était 40 en faveur du oui. Alors, normalement, j'aurais dû me dire, bon, mes jours sont comptés, moi. Parce qu'après ça, il y a une élection qui s'en vient. Alors, à mon grand étonnement, là, c'était à deux. À part de ça, l'Union nationale avait perdu un peu de son prestige, le peu qui restait. Alors, on est à deux. Et là, je vais chercher 51 des voix. Voyez-vous comme c'est incroyable? Hein? On perd le référendum. J'ai été élu la première fois avec 43 des voix. On perd le référendum dans Trois-Rivières à 40 et je suis quand même élu à 51 des voix à l'élection suivante. Et d'ailleurs, le PQ est réélu. Oui. Hein? Le PQ est réélu avec, je pense, le plus beau pourcentage qu'il y aura jamais dans son histoire. C'est une leçon à tirer, ça, là. Oui. Même pour aujourd'hui, là. Hein? Ce parti peut être très populaire quand il n'y a pas un boulet. Voilà. La dernière élection, on l'a perdu là-dessus. En parlant de cette élection-là, le gouvernement fut réélu, vous aussi, mais M. Lévesque vous a exclu du Conseil des ministres. Est-ce que vous savez pourquoi? On a eu des explications, mais ce n'est pas clair. Je ne sais pas si ça peut être très, très, très clair. Il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être que ma façon de faire pouvait déplaire à certains. Parce que j'étais un peu un franc-tireur. Mes dossiers marchaient bien. Je passais dans les médias. Puis mes dossiers, ils aboutissaient. Puis les journalistes, bien, la culture, c'est toujours sympathique. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui faisait que j'emmenais trop large. Mais il est arrivé un incident pendant la campagne de 81. Moi, j'étais
un maniaque des questions d'aménagement. Je dis comme ça maniaque parce que c'est à peu près ça. Et j'avais convaincu tout le monde d'avoir un engagement pour l'accès à la propriété. Mon idée étant qu'on allait favoriser les gens pour accéder à la propriété, mais pas n'importe où. Pas en combattant l'étalement urbain. En combattant les bungalows de banlieue, là, que tu peux acheter avec presque pas d'argent, puis la Société centrale te prête l'argent. Et ça, je voyais, moi, j'étais dans Trois-Rivières, je voyais ça, là. Ma ville se vidait au profit des banlieues. Donc, on allait l'annoncer, parce que la campagne électorale était toute bien programmée, puis les engagements tombaient comme ça. Alors, donc, le mien s'en vient, et quand Jean-Pierre Bonhomme vient à Trois-Rivières, journaliste à la presse, il connaît mes idées, il me fait parler. Je dis, monte dans ma voiture. Entre deux déplacements, monte dans ma voiture. Là, on est juste tous les deux. Pas d'oreille indiscrète. Et là, je lui confie l'engagement qu'on a traficoté, puis qui va être rendu public d'une journée à l'autre. Il ne peut pas résister. Il s'en va à la presse, puis il fait une manchette avec ça. L'après-midi de la manchette, là, moi, j'ai pris un savon, au cabinet du premier ministre. Et quand on est rentré, première réunion du Conseil des ministres, c'était l'Hôtel Méridien de Montréal. C'est le désordre, on n'est pas dans une vraie salle, les gens sortent puis rentrent, puis on a quand même un ordre du jour. Moi, je suis sorti. Quand je rentre, mon voisin me dit « T'aurais pas dû sortir. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « On a décidé pour l'accès à la propriété, ça va être le premier engagement qu'on va appliquer. » Je dis « C'est parfait. » Il dit « Non, c'est pas parfait. » Il dit « Il reste plus rien. » Il dit l'achat d'une maison existante, ça n'existe plus. Les critères sur un lot viabilisé, ça n'existe plus. Je dis « C'est pas vrai, là. » Il dit « Oui. » Bon, on marmonne comme ça. M. Lévesque nous observe. M. Lévesque est épuisé. La campagne électorale l'a vidé, on est tous vidés. Et là, il intervient, il dit « Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, là. » Fait que nous autres, Alors, on ne bouge pas, on ne bouge plus. Alors, il m'interpelle. Il dit « Monsieur Bourgeois, il y a quelque chose qui ne va pas, hein? » Je dis « Monsieur Lévesque, je suis sorti, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. » Non, il dit « Il y a quelque chose qui ne va pas, je le vois. » Bien, je dis « Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit, mon voisin? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre voisin? » Mais il me dit, bon, je résume ce que je dis là. Puis il dit, ça va pas, ça. Puis je dis, c'est ça, M. Lévesque, c'est ça, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas possible. Puis là, je pète, je me laisse aller. Loup Bernard, il passe à côté de moi, il me dit, t'es en train de signer ton arrêt de mort. Là, j'affronte le premier ministre. Et puis, le mardi suivant, je suis au Conseil du Trésor. Je reçois un petit billet. M. Lévesque veut vous voir. Michel Carpentier, qui était au cabinet de M. Lévesque, m'avait donné un avertissement que ça brassait au bureau du premier ministre. Là, je m'attendais donc à être éjecté. Alors là, je suis passé par mon bureau au ministère. J'avais un document de presse sur la réforme parlementaire, un mémoire que j'avais préparé. Donc, j'arrive dans le bureau de M. Lévesque. Il me dit, « Monsieur, je vais être obligé de me passer de vous. » Bon, je m'attendais à ça. Je dis, « C'est correct. » Il dit, « C'est correct? » Bien, j'ai dit, « C'est correct. » Ben, il dit, vous êtes le premier comme ça à réagir comme ça. Bien là, j'ai dit, c'est correct. Bon, bien, mais j'ai dit, prendriez-vous une minute quand même pour regarder ce que j'ai dans les mains? Alors, M. Lévesque, il dit, qu'est-ce que c'est? Il voit tout de suite réforme parlementaire. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je voudrais un mandat là-dessus. J'ai dit, je ne vais pas être au cabinet, là, je vais être un mandat. Avec des moyens, des ressources. Puis, bien, ça, vous allez l'avoir. Il dit, vous allez avoir un mandat, des ressources. Puis, il dit, même plus que ça. Il dit, vous allez me donner un rapport pour le mois de décembre. J'ai dit, décembre, pourquoi, là? Ça fait longtemps qu'on attend. Il faut que ça soit vraiment décembre. Il dit, oui, décembre, parce qu'il dit, après ça, je vais vous ramener au cabinet. Je vais avoir besoin de vous. Ah non, je dis, M. Lévesque, faites-moi pas ce petit jeu-là. Là. Je dis, j'ai pris ma pilule, c'est réglé, vous me donnez un mandat, c'est carré. Non, il dit, allez revenir. Mais je dis, pourquoi je vais revenir? C'est quoi le problème, là? Bien, il dit, Morin va partir. Il dit, ces histoires avec la GRC, là, il dit, ça, c'est mieux qu'il parte, mais de toute façon, il dit, il a prévu ça. Puis il dit, quand il va partir, je réajuste, je remanie, puis vous allez revenir. C'est ça qui m'a amené à dire à des médias, dont Pierre Godin et puis Pierre Duchesne, que M. Lévesque savait un peu quelque chose par rapport aux relations de Morin avec la GRC. Mais il n'en faisait pas grief, ça ne le dérangeait pas, sauf que, donc, il était d'accord pour que Morin parte. Mais je dois vous dire, puis c'est la première fois que j'ai l'occasion de le dire comme un peu en public, là, c'est qu'au mois de janvier suivant, moi, j'avais remis mon rapport. M. Lévesque m'a invité chez lui, à Montréal, avec Claude Morin, puis son beau-frère, Philippe Amiot. Et là, ce soir-là, il avait décidé de convaincre Claude Morin d'accepter un poste à Paris pour montrer qu'il n'y en avait pas contre Morin. Et moi, bien là, il est arrivé d'autres incidents qui faisaient qu'il n'était pas prêt
à me ramener au cabinet. Mais moi, j'étais plus conditionné à ça, là. Ça m'humiliait, si vous voulez. Mais en même temps, je voulais continuer, puis je voulais avoir des bons rapports avec M. Lévesque. Mais tout ça, je tiens à le raconter parce que dans le cas de Claude Morin, il y a eu beaucoup de mal avec cette histoire de la GRC, puis je trouve ça profondément injuste. Merci beaucoup, M. Bourgeois. Merci.